Bonsoir à tous, bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques IRIS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plusieurs pays européens ont reconnu, Pascal Boniface, fin septembre, l'État de Palestine, notamment la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, rejoints par la France. Vous continuez à penser que cela ne changera rien concrètement? Alors, ça change les choses diplomatiquement. Et d'ailleurs, si ça ne changeait rien, Netanyahou et aussi Trump n'auraient pas mis autant d'énergie pour que ça ne survienne pas. Et on a vu qu'il y avait une mobilisation générale, des menaces, des pressions pour que Emmanuel Macron ne franchisse pas ce seuil. Donc, diplomatiquement, symboliquement, cela change. Et les symboles, ça compte en politique. Mais par contre, sur le terrain, ça ne change absolument rien. Il y a toujours une armée israélienne qui bombarde Gaza quotidiennement. Il y a toujours une armée israélienne qui fait un blocus sur l'aide humanitaire et alimentaire pour la population de Gaza. Il y a toujours des violences quotidiennes contre la population civile en Cisjordanie, des expulsions. Donc Israël continue ses bombardements incessants et son grignotage du territoire palestinien. Donc militairement, ça ne change rien. Et le problème, c'est de savoir si, une fois que cette reconnaissance a lieu, qu'est-ce que l'on fait après ? Alors, le choix des pays, Pascal Boniface, n'est pas fortuit. Tout de même, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie sont plutôt proches des États-Unis. Mais toujours pas l'Allemagne, qui ne reconnaît pas l'État de Palestine. Le Japon et la Corée du Sud aussi. Pourquoi, selon vous? Alors, le Japon et la Corée du Sud, c'est suite aux pressions américaines. Vous savez que ces pays sont liés stratégiquement, économiquement et militairement aux États-Unis. Et les pressions américaines ont été très très fortes pour les empêcher de faire cela. Et ils ont cédé aux pressions. Pour l'Allemagne, ça n'était même pas la peine de faire des pressions. Parce que les Allemands disent que la sécurité d'Israël fait partie de leur sécurité, même si on pourrait se demander sur le long terme si ce que fait Israël est tout à fait compatible avec la sécurité à long terme d'Israël. Et que peut-être que l'Allemagne, en ami d'Israël, pourrait dire « arrêtez, parce que ça ne va pas, ce que vous faites, vous met en danger sur le long terme ». Mais il y a une telle culpabilité en Allemagne par rapport à la Shoah que l'Allemagne s'interdit toute critique d'Israël. Et il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les Palestiniens sont en train de payer par le silence de l'Allemagne, voire la complicité de l'Allemagne, les crimes des arrière-grands-parents des Allemands actuels. Et on peut dire que le fait qu'il y ait eu un génocide et la Shoah il y a maintenant 80 ans devrait au contraire rendre l'Allemagne plus sensible au génocide en cours à Gaza, puisque le terme de génocide qui était contesté et qui avait du mal à être utilisé auparavant est de plus en plus utilisé par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et on peut penser que la justice internationale, quand viendra le jour, tranchera pour dire qu'il y a bien un génocide. Alors, on comprend évidemment la position de l'Allemagne qui est la même depuis 1948, mais on aurait pu penser que le génocide à Gaza aurait pu changer la position allemande, mais ce n'est absolument pas le cas. Non, et alors ce qui est encore le plus frappant, c'est que c'est la ministre verte, donc écologiste des Affaires étrangères, qui est parmi les plus forts soutiens. Et en Allemagne, le soutien à la Palestine est presque criminalisé. Les manifestations sont réprimées. Et on a annulé des concerts ou des conférences de gens qui voulaient non pas s'exprimer, avoir des propos antisémites, ça on comprend que bien sûr cela soit interdit, mais qui voulaient juste exprimer leur solidarité avec la Palestine, qui dans des déclarations précédentes avait critiqué l'action militaire israélienne en cours. Donc ce qui se passe en Allemagne est quand même... Alors c'est aussi une question de génération, parce que dans la jeune génération, le sort de la Palestine est beaucoup plus sensible. Mais dans ceux qui sont au pouvoir, c'est un niet absolu. Le président français a longtemps refusé cette reconnaissance de la Palestine avant de finalement changer d'avis et évoluer. Il a annoncé au mois de juin cette reconnaissance de septembre. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Pascal Boniface, ce revirement? Alors oui, c'est un revirement, vous avez raison, parce qu'il a très longtemps refusé, et on sait qu'il est proche. D'ailleurs, avant de le faire, il a consulté de nombreux intellectuels juifs pour essayer de faire passer sa mesure. Il a aussi assorti de conditions, disant que tant que les otages ne seraient pas libérés, il n'y aura pas la création d'ambassades. Alors que les bombardements continuent pendant ce temps-là. Je pense que ce qui a fait changer de position Emmanuel Macron, c'est simplement l'opinion publique française. C'est-à-dire que dans le milieu politique, très largement, le soutien à Israël est majoritaire dans la classe politique française. D'ailleurs, en fait, Macron est soutenu par l'opposition, pas par sa majorité. Alors bien sûr, pas l'extrême droite, qui est très fortement pro-israélienne, par opposition, pour ne pas dire hostilité,
aux musulmans et aux arabes, tout simplement. C'est la tradition, déjà dès 67. Un journal comme Minute, qui était ouvertement antisémite, parce qu'à l'époque, l'antisémitisme n'était pas prohibé par la loi en France, mais qui était ouvertement antisémite, après la guerre du 6 jours, ce journal d'extrême droite Minute avait dit « Bravo l'armée israélienne, les Arabes ne comprennent que le coup de pied au cul et la trique ». Donc le travail avait déjà commencé il y a longtemps. Oui, en fait, c'était la revanche de la guerre d'Algérie. C'était la revanche. Il y a des nostalgiques du colonialisme qui pensent que Israël leur donne la revanche par rapport à la perte de l'Algérie. Bon. Et dans le bloc majoritaire, c'est très partagé. C'est plutôt la gauche qui soutient et l'opposition qui soutient Macron. Et dans les médias, on le constate chaque jour, les voix pro-israéliennes, y compris les gens qui disent n'importe quoi, qui n'ont aucune spécialité ou qui viennent désinformer, sont toujours les bienvenus. Et ceux qui veulent s'exprimer en faveur du droit des Palestiniens sont marginalisés quand ils sont invités. Ils ne le sont souvent pas toujours. Donc, on voit bien que dans le milieu politique et le milieu médiatique, il y a plutôt un fort soutien d'Israël, mais dans l'opinion, non. Et je pense que ce qui a changé l'état d'esprit, et je le vois dans les contacts que je peux avoir, c'est que les bombardements, quelque part, malheureusement, on y est habitué, mais ce qui a changé, c'est la famine organisée par l'homme, le fait de faire mourir volontairement de faim des gens. Et moi, je vois des gens qui ne se sont jamais occupés de la question palestinienne, ou des gens qui ne sont pas politisés dans mes cercles d'amis, des connaissances, la famille, qui disent là, non, vraiment, l'émotion est trop forte. Et je pense qu'Emmanuel Macron a saisi que dans le pays, il y avait une très forte émotion en faveur de la Palestine, par opposition aux crimes de guerre, par opposition à la famine, et qu'il s'est dit que s'il apparaissait comme étant trop pro-israélien, il se couperait d'une grande partie de la société française au moment où il est déjà lui-même en difficulté sur le plan politique. Mais dans cette reconnaissance de la France, il y a évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de conditions, notamment que les pays arabes reconnaissent tous Israël. On est bien d'accord, Pascal Boniface, cela ne peut pas se faire de cette manière. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, aucun autre pays arabe, mis à part ceux qui ont déjà reconnu Israël, ne l'ont encore fait. Non, parce qu'effectivement, il y avait un rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Avorté par le 7 octobre. Par le 7 octobre, et les Saoudiens ont dit qu'ils ne rejoindraient pas les accords d'Abraham tant qu'il n'y aura pas la véritable perspective d'un État palestinien. Et d'ailleurs, dans les propagandistes israéliens, on entend souvent que les Arabes ont toujours refusé la paix, mais le plan Abdallah, du nom du roi d'Arabie saoudite, qui en 2001 propose la reconnaissance d'Israël par tous les pays arabes en échange de la création d'un État palestinien, a été refusé par Sharon, a été refusé par Israël. Donc c'est bien Israël qui a refusé cela. Les accords d'Abraham, certains pays se sont dit on va reconnaître Israël sans qu'Israël ne fasse aucun geste envers les Palestiniens. Et on peut dire que ces accords d'Abraham ont échoué parce que on ne fait la paix qu'avec celui avec lequel on est en guerre. Israël n'était pas en guerre contre Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc. Et donc il y a eu un bénéfice diplomatique pour Israël à ce moment-là, mais qui n'a pas débouché sur un règlement politique. Et donc en fait, les pays arabes, qui pour l'instant n'ont pas reconnu Israël, ne le reconnaîtront que si Israël fait un pas vers la création, mais réelle, pas uniquement de l'État palestinien, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Malgré ces reconnaissances, donc Pascal Boniface, la France, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, il faut le rappeler, précédés l'année dernière par la Norvège, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie, Israël poursuit tout de même sa politique sur le terrain. Pourquoi ce geste symbolique n'a-t-il pas encore d'effet pratique ? Parce que, en fait, il n'est assorti d'aucune pression et encore moins d'aucune sanction. Israël se dit, et Netanyahou se dit que pourquoi s'arrêterait-il ? S'il s'arrête, ces deux ministres extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, quittent le gouvernement, sa coalition tombe et il va en prison. Il y va devant la justice. Donc la menace de Smotrich et de Ben Gvir par rapport à Netanyahou, elle est réelle. Par contre, la menace des pays européens, comme pour l'instant, aucune sanction n'a été prise sur Israël, et à chaque fois, les pays européens, y compris la France, disent c'est inacceptable, nous condamnons, nous ne pouvons pas accepter, c'est horrible ce qui se passe. Mais voilà, ce sont des protestations verbales et platoniques, et donc Netanyahou se dit cause toujours, et pendant ce temps-là, moi je continue à agir. Et donc effectivement, on a pris 19 trains de sanctions contre la Russie suite à l'agression de l'Ukraine, aucune contre Israël. Donc Israël s'estime légitime, ou s'estime avoir le droit de continuer, tout simplement parce que ça ne coûte rien. Alors en fait, oui, ça coûte. Ça coûte de l'argent, ça coûte du prestige, ça coûte que les Israéliens sont de plus en plus mal vus dans le reste du monde, que l'image d'Israël est durablement ternie. Mais en fait, Netanyahou se fiche de cela. Lui, il voit que l'avenir à court terme, et je pourrais dire qu'il se fiche de l'intérêt national israélien.
Il se fiche non seulement de la vie des Palestiniens, bien sûr, mais il se fiche de l'intérêt à long terme d'Israël. Il ne voit que son bénéfice politique immédiat. Mais pour la première fois, depuis que le Premier ministre israélien a fait planer cette possibilité d'annexer la Cisjordanie, il y a des pays européens et la Commission européenne qui affirment pour l'instant pouvoir prendre des sanctions économiques contre Israël. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Alors il faut que ce soit décidé au niveau européen. Et là, l'Allemagne est pour l'instant en bloc, mais l'Italie vient de changer d'attitude parce que Mme Meloni, qui était très pro-israélienne par sa famille politique, a maintenant dénoncé l'attitude d'Israël. Donc les choses changent. Ce qui a surtout changé, c'est que Trump a menacé Netanyahou en disant « Je m'oppose à l'annexion de la Cisjordanie ». S'il a fait cela, c'est pas par bienveillance à l'égard des Palestiniens, c'est que simplement les Émirats arabes unis, qui sont un peu le signataire, enfin l'un des signataires principaux des accords d'Abraham, ont dit avec le Maroc notamment. Le Maroc, mais les Émirats arabes unis, eux, ont dit que s'il y avait annexion de la Cisjordanie, ils quittaient les accords d'Abraham. Et donc le grand succès diplomatique de Trump s'effondrait. Donc c'est pour répondre à cette demande des Émirats arabes unis que Trump a menacé Israël, a demandé qu'Israël n'annexe pas la Cisjordanie. Je pense que du coup, Netanyahou ne franchira pas ce pas. Mais de ceci, on peut conclure deux choses. La première, c'est que lorsqu'il y a de véritables pressions sur Israël, Israël cède. Et que donc on peut faire céder Israël en faisant de véritables pressions, ce que vient de faire Trump. La seconde chose, c'est que je pense qu'en fait, auparavant, le débat interne en Israël était entre ceux qui voulaient négocier et ceux qui ne voulaient pas négocier, entre les partis travaillistes et le Likoud, jusque la reprise de l'intifada. Maintenant, le débat est entre ceux qui veulent annexer et ceux qui se disent c'est pas la peine d'annexer, continuons à grignoter, continuons à créer des colonies illégales. C'est ce qui se passe. Donc il n'y aura peut-être pas d'annexion officielle par Israël de la Cisjordanie ou d'une grande partie de la Cisjordanie, mais sur le terrain, les expulsions de Palestiniens, les confiscations de terres au profit de colons ou de l'armée israélienne, la destruction des oliviers, l'empêchement des Palestiniens d'avoir une vie normale continue, et plus les agressions physiques contre des civils de la part de colons qui sont toujours impunis continuent. Vous parlez de génocide, Pascal Boniface, à Gaza. Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui, voire même dangereux, d'utiliser ce terme dans plusieurs pays européens? Alors, parce que pendant très longtemps, Israël a, la menace d'être accusé d'antisémitisme, si on emploie ce terme, c'est vrai qu'on ne peut pas l'utiliser à tout bout de champ. Et c'est vrai que pour Israël, être accusé d'un génocide, alors qu'Israël est né d'un génocide, c'est quelque chose qui est insupportable, de même que la comparaison avec l'Afrique du Sud de l'apartheid était insupportable pour Israël. Mais une fois encore, de plus en plus, des ONG, des juristes surtout, c'est le droit. Le génocide, ce n'est pas un jugement politique, c'est un jugement juridique. Et de plus en plus de juristes, y compris israéliens, disent qu'il y a génocide. Les ONG, c'est leur boulot, mais elles se basent sur le droit. B'Tselem, qui est une organisation israélienne, Amnesty International, Human Rights Watch, se base sur le droit. C'est le droit qui décide. Et s'il y a un génocide. La Cour internationale de justice a demandé en janvier 2024 à Israël de prendre un certain nombre de mesures, dont la libre circulation, dont l'accès à Israël, parce que si elle ne prenait pas ces mesures, elle pourrait être accusée de génocide. Israël n'a rien suivi des préconisations de la Cour de janvier 2024. Et donc, récemment, un rapport d'organisme onusien a employé le terme de génocide. Alors bien sûr, Israël, on va balader tout ça en disant que c'est de l'antisémitisme, et tout le monde est antisémite pour Netanyahou. Guterres est antisémite, ils ont même accusé Emmanuel Macron d'antisémitisme, qui pourtant est quand même très conciliant avec Israël. Et donc, voilà où on en est, mais je pense que le terme s'affirme de plus en plus, malheureusement. Je préférais qu'on ne puisse pas l'employer, mais regardez le nombre de morts. Il a dépassé 60 000 au bas mot, parce que dans le nombre de morts officiels, on ne compte pas ceux qui meurent de leurs blessures par la suite, on ne compte pas ceux qui, faute de soins, des gens qui sont malades, disons, en temps normal, mais faute de soins, vont mourir. Vous voyez quand même ce que c'est que la vie des habitants de Gaza. Depuis presque 2 ans, ils sont bombardés tous les jours. Ils ne savent pas s'ils vont se réveiller vivants le lendemain. Mais vous avez mis le stress. Là, on parlait du stress des Israéliens quand l'Iran a envoyé pendant 2 nuits des roquettes et des missiles. Mais il y a des abris en Israël. Là, les gens vivent sous des tentes. On voit des gens qui sont brûlés vifs. On ampute sans anesthésie à Gaza. Enfin, franchement, ça révulse l'humanité. Et concernant le génocide à Gaza, vous avez cette citation percutante, Pascal Boniface.
Silence radio, silence papier, silence télé. C'est vraiment le cas aujourd'hui. Ah bah oui, oui, enfin, on parle beaucoup plus de la guerre en Ukraine dans les médias que de la guerre de Gaza. S'il y a des morts, et il faut le déplorer, il faut bien sûr condamner l'agression russe en Ukraine, il faut déplorer les crimes de guerre, parce que quand vous envoyez un missile sur une habitation civile, c'est un crime de guerre. Donc il faut déplorer, dénoncer les crimes de guerre que la Russie commet en Ukraine. Mais s'il y a 1 ou 2 morts en Ukraine, ça fait la une des journaux. Il y a des dizaines de morts chaque jour à Gaza, et on n'en parle plus tellement c'est banal. Ce ne sont que des Palestiniens. Pourquoi en parler? Si on parle aussi de la guerre en Ukraine, on peut aussi parler de cette impuissance de la communauté internationale face à ce drame humanitaire dans la bande de Gaza. Pascal Boniface, Israël frappe quand il veut et où il veut, jusqu'au Qatar récemment. Que révèle, selon vous, cette liberté d'action? C'est permis de tuer, c'est le titre d'un de mon dernier livre là-dessus, c'est-à-dire qu'Israël se croit tout permis, Israël s'affranchit de toute norme du droit international. Israël a frappé non seulement Gaza et en Cisjordanie, il ne faut pas oublier, a frappé le Liban, a frappé la Syrie, a frappé l'Irak, a frappé le Yémen et aussi Gaza, où il y avait les négociateurs d'un éventuel accord avec Israël. Et la Tunisie récemment. Et la Tunisie récemment, donc, et peut-être bientôt la Turquie qui pourrait être sur la liste, pourquoi pas. Donc en fait, quand on dit qu'il faut libérer les otages, si les otages ne sont pas libérés, c'est autant la faute de Netanyahou que du Hamas. C'est bien le Hamas qui détient les otages, mais de nombreux otages ont été libérés grâce à une négociation. Et celui qui a interrompu les négociations, c'est bien Netanyahou, à un tel point qu'il envoie des missiles sur ceux qui sont censés négocier, ce qui est quand même une drôle de façon de négocier, vous l'admettrez. Et donc effectivement, alors que le Qatar est l'allié des États-Unis, que c'est Netanyahou qui avait accepté que le Qatar finance le Hamas pour lutter contre l'autorité palestinienne, il a été jusqu'à dire, écoutez, en fait, le droit international n'est pas mon sujet. Ce n'est pas mon problème. Et la souveraineté des États, c'est une agression. C'est bombarder un pays. Alors, ça, on dit, oui, il y a les gens du Hamas dessus, mais c'est pas légitime défense. Ça, c'est vraiment une agression. Et donc, Israël se croit tout permis, n'a aucun respect pour le droit international. Il ne connaît que le langage de la force, ce qui est une impasse. Parce que la guerre va bien s'arrêter un jour. Qu'est-ce qui va rester? Soit ça va se traduire par un nettoyage ethnique massif, soit il fera bien négocier et créer quelque chose. Et donc, on voit bien là que, en fait, Netanyahou joue l'usure du temps, disant que il faut, s'il l'a avoué lui-même, il faut rendre les choses irréversibles pour que la création d'un État palestinien ne soit pas possible. Est-ce qu'il y a un réel risque d'occupation de la Cisjordanie aujourd'hui, en dépit des dernières affirmations L'occupation, elle existe déjà. Du président américain? De l'annexion, vous voulez dire? Oui, de l'annexion. De l'annexion. Je pense quand même que Netanyahou n'ira pas jusqu'à défier aussi ouvertement Trump, qui a dit très fortement « c'est assez, ça ne se passera pas ». Là, le président Trump a aussi dit l'année dernière « c'est assez, cette guerre doit s'arrêter ». Il y a eu un accord d'ailleurs qui a été signé, puis violé, et la guerre a repris. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Mais là, quelque chose me dit, mais peut-être que je peux me tromper, que quand même là, il a été suffisamment ferme pour dire... Et une fois encore, Israël n'a pas besoin d'annexer officiellement la Cisjordanie pour continuer à l'annexer pas à pas. En fait, à la limite, c'est beaucoup plus prudent et, je dirais, rusé de la part d'Israël de faire une annexion rampante qu'une annexion brutale et nette. Chaque jour, il y a une annexion de fait de la Cisjordanie. Chaque jour, il y a plus de colons. Chaque jour, il y a plus d'expulsions de Palestiniens. Si Israël annexe, selon le droit israélien, la Cisjordanie, tout le monde va se lever. Et en fait, personne ne dit rien. Trump se lèverait contre cette annexion officielle de la part d'Israël, parce qu'en droit, ça ne compte pas, mais il n'a jamais condamné la construction de nouvelles unités de logement par Israël. Il ne s'y oppose pas. Donc Israël a tout intérêt à continuer de façon subreptice une annexion de fait, plutôt qu'une annexion validée par la loi israélienne, mais qui serait évidemment illégale au niveau du droit international. Et comment vous réagissez à cette information qui a été relayée par quelques médias sur le fait que les Américains pouvaient ou pourraient nommer l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair pour gérer la bande de Gaza? C'est un gag et c'est un très mauvais gag. On sait que Tony Blair a quand même été le caniche de George Bush, celui qui a approuvé la guerre d'Irak et qui a perdu tout crédit moral pour cela. On sait aussi que, alors qu'il était nommé par le quartet juste après la guerre pour faire avancer le processus de paix que l'on pensait encore possible, il n'a rien fait. Il est très lié à Israël. Il ne sait jamais, et il est quand même, disons, plus intéressé par des conférences tarifées
que par... donc il a quand même une très mauvaise réputation. Il n'est pas du tout indépendant, il n'est pas du tout qualifié. Et alors, Mais c'est peut-être l'homme qu'il faut pour les Américains. oui, ça c'est l'homme des Américains, c'est sûr, parce qu'il est européen. Mais une fois encore, il a été le caniche de Bush, il peut être le caniche de Trump, très certainement. Mais je ne suis pas sûr que l'on fasse une paix véritable avec un caniche. Je rappelle, Pascal Boniface, que vous avez publié une bande dessinée sur le conflit israélo-palestinien, Géostratégiques, Israël-Palestine, aux éditions Dunographique. Et je rappelle que cette BD s'est très bien vendue lors de votre dernière conférence tenue à la fin du mois de septembre à Tunis. Pascal Boniface, l'Europe apparaît aujourd'hui impuissante face à une Amérique profondément trumpéisée. Cette transformation américaine, est-ce qu'elle inquiète aujourd'hui les pays européens ? Pas suffisamment. Enfin, elle les inquiète, mais disons que la réaction à cette inquiétude ne me paraît pas très bonne. C'est la fin du monde occidental tel qu'on le connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était à l'ouest du rideau de fer s'est uni, Europe et États-Unis, pour se défendre contre l'Union soviétique. Et la base de cela, c'était une protection américaine des pays européens qui n'avaient pas les moyens de leur sécurité. La base de cela, c'est l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique qui dit qu'en cas de conflit, si un pays est agressé par un autre, tous les pays membres de l'Alliance vont venir à son secours. Trump a dit tout ça, non, je n'en veux plus. L'Union européenne a été créée pour entuber, je reprends ces mots, les États-Unis. Il considère que l'Union européenne est un ennemi des États-Unis. Et donc, il a acté le divorce entre les deux rives de l'Atlantique. Et les pays européens se conduisent comme un amoureux ou une amoureuse est conduit qui commence à chercher les faveurs de celui qui l'a mis à la porte. Et donc, en fait, plutôt que de se dire « soyons indépendants, c'est le moment, on ne peut pas compter sur Trump », au contraire, il nous agresse. Celui qui était le protecteur devient prédateur parce qu'il veut annexer le Groenland. Partie du Danemark, pays fondateur de l'OTAN, pardon, il veut annexer le Canada, pays fondateur de l'OTAN, donc c'est pas un protecteur, c'est un prédateur. Et nous, Européens, au lieu de se dire on va se débarrasser de cette tutelle, on va devenir indépendant, regardez l'accord commercial signé entre l'Union européenne et les États-Unis. Madame von der Leyen est allée dans le golfe privé de Donald Trump, donc en dehors du territoire européen, puisque c'est en Écosse. Elle est allée à Canossa, comme l'empereur germanique est allé demander le pardon du pape. Alors au moins, elle n'a pas entendu 3 jours les pieds dans la neige comme Henri IV, le roi germanique, l'empereur germanique. Mais on a accepté un accord tout à fait surréaliste où les États-Unis voient leurs produits importés en Europe sans taxe, et nous, nos produits ont une taxe de 15%. Et Madame von der Leyen a eu le culot de dire on s'en est bien sorti. Après, Trump demande à ce que les pays européens passent leurs dépenses militaires à 5% du PIB. Tout le monde dit on n'a pas l'argent, c'est pas possible. Seule l'Espagne, seul Pedro Sánchez a dit ça va pas la tête, vraiment, on a d'autres chats à fouetter par rapport aux questions sociales Et il demande ça pour qu'on achète des armes aux États-Unis, pour augmenter le budget. Et ensuite, les pays européens vont aider Zelensky, qui est reçu à la Maison-Blanche, comme des écoliers par rapport à un maître qui distribue les mauvais points ou les bons points. Et ils acceptent quelque chose qui est pratiquement surréaliste. Trump dit on va continuer à envoyer des armes à l'Ukraine, d'accord, mais c'est les pays européens qui vont payer. Donc l'Europe va, avec son argent, alimenter la machine industrielle américaine de guerre pour aider l'Ukraine. Vraiment, on a cédé sur tout. Tout ça dans l'espoir d'être toujours protégé par Trump, alors qu'il dit « je m'en fous de l'Europe ». Et ce qui conforte un peu vos propos, c'est que même si les États-Unis annexent le Groenland, une partie du Danemark, il est connu aujourd'hui et assumé qu'aucun pays européen ne va intervenir pour aider le Danemark, alors que c'est un des principes de l'OTAN. Bien sûr. Alors j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, que Trump, mais rien n'empêche. Alors je pense qu'il ne va pas envoyer des troupes pour conquérir le Danemark, mais on voit très bien qu'il fait des campagnes d'influence, des campagnes de déstabilisation pour convaincre les 70 000 habitants du Groenland de devenir américains. Et avec un peu d'argent, convaincre 110 000 personnes, ou la moitié d'entre eux, en tous les cas, ça peut s'avérer assez facile. C'est un peu comme Poutine a fait avec la Crimée. Oui, mais disons que le sentiment d'appartenance à la Russie existait à la Crimée avant que Poutine ne fasse cela, alors que le sentiment d'appartenance aux États-Unis n'existe pas pour l'instant au Groenland. Quand on voit le président américain officiellement remplacer le portrait officiel de son prédécesseur Joe Biden à la Maison-Blanche par une machine à écrire, on se dit, Pascal Boniface, jusqu'où ira cet homme ? Jusqu'où va le ridicule ? C'est un peu uburois quand même. Il n'a pas peur du ridicule parce que le ridicule ne tue pas. Son discours à l'ONU, qui était aussi tout à fait hallucinant. Sur l'escalator, Voilà, c'est bon. Donc on voit en fait, c'est un clown. Sauf que c'est un clown qui est à la tête de la première puissance mondiale.
Donc en fait, on écoute ces interventions comme on va à un spectacle de stand-up en disant « Ah, il va encore en sortir une bonne ». Quand il humilie Zelensky, le président ukrainien Zelensky, dans son bureau ovale, il dit « Ah, c'est un bon show télévisé ». En fait, il est resté l'animateur télévisé qu'il était auparavant dans The Apprentice, et le promoteur immobilier qu'il est toujours, puisqu'il veut faire de la bande de Gaza une Riviera sur la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, on peut dire c'est complètement puéril. Enfin, quel âge mental a-t-il pour faire supprimer le portrait de Biden, sa jalousie maladive à l'égard d'Obama en disant « je veux le prix Nobel de la paix, je le mérite ». Lorsqu'il se met en scène comme cela, enfin, on a vraiment l'impression qu'il est ridicule. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le prix Nobel de la paix lui soit attribué en octobre ? Non, parce qu'en fait, le jury du prix Nobel de la paix n'est pas les médias qui suivent Donald Trump. Tout simplement, son mépris du droit international, son hostilité aux Nations Unies et tout simplement l'effort le génocide à Gaza qu'il entretient l'empêche. Déjà, bon, le fait qu'il se vante d'avoir mis fin à cette guerre, c'est largement une réalité virtuelle plus que la réalité. Mais en tous les cas, son action à Gaza l'empêche de recevoir le prix Nobel de la paix. On parle des menaces d'invasion du Groenland. On a aussi parlé des menaces d'invasion du Venezuela. Est-ce que vous pensez que tout ça se tient ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est vraiment l'usage de la force. Et là, on voit par exemple que pour lutter contre le trafic de drogue, il tire sur des bateaux, il tue des gens sans aucun jugement, sans aucun procès. Donc qu'il faille lutter contre le trafic de drogue, je le comprends bien. Mais s'il y a des gens qui sont soupçonnés d'en faire, on les arrête, on les juge et on amène des preuves. Là, il a le plus grand mépris sur le droit international. Pour lui, le droit, c'est juste quelque chose qui empêche les États-Unis d'agir librement au niveau mondial. Mais ce droit international a été bâti très lentement, très patiemment pour empêcher les abus, pour pacifier un peu les relations internationales. S'il n'y a plus de droit, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est ce que veut Trump pour lui. En fait, les puissants font ce qu'ils veulent et les faibles endurent ce qu'ils peuvent. Et donc c'est vraiment l'ode à la puissance, la toute-puissance. Et quand on est puissant, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, on fait ce que l'on veut. Et c'est là où il y a une connivence intellectuelle entre Trump et Netanyahou. Pour revenir au conflit palestinien et sur l'impact des médias, Pascal Boniface, certains médias français réputés indépendants semblent éviter le sujet palestinien et vous expliquez que vous êtes vous-même victime d'un boycott de ces médias. Est-ce que ce boycott continue et comment il s'explique ? Il s'explique parce que je ne suis pas invité. Je suis quand même directeur d'un des plus importants think tanks français sur les questions géopolitiques. J'ai écrit 80 bouquins. J'étais très souvent invité auparavant dans les médias. Au fur et à mesure, l'étau s'est resserré pour deux raisons. Le premier, c'est mes critiques sur Israël, et notamment mon livre « Est-il permis de critiquer Israël ?» Mais aussi l'autre raison, c'est mon livre sur les intellectuels faussaires, publié en 2011, où j'attaquais ces intellectuels médiatiques qui viennent mentir. Et bien sûr, ils n'ont pas supporté cela. Donc je suis interdit, mais interdit réellement sur Radio France, et je suis interdit dans la plupart des médias. La preuve, je n'y vais pas, je ne suis pas invité. Il y a quelques médias qui continuent à inviter, très minoritaires, mais vous n'entendrez pas parler de moi, de ce que je fais, de mes interventions sur les autres médias. C'est une réalité. J'étais contacté récemment par une journaliste de Libération qui me demandait de l'aider sur un truc sur l'Ukraine. Je dis, écoutez, vous me boycottez, je ne vais pas vous aider. Elle dit, mais non, pas du tout, je ne vous boycotte pas. Mais renvoyez-moi les articles où j'étais. Et elle m'a renvoyé des articles de 2017. Donc ça veut dire, vous voyez, madame, vous avouez vous-même que votre journal, pourtant dit de gauche, me boycotte. Bon, pareil au Monde, pareil bien sûr Figaro, Le Point, L'Express. Mais disons que Radio France, service public, aussi bien France Inter, France Culture que France Info, je ne suis jamais invité. Là, cette semaine, il y a eu quand même il y a eu récemment la reconnaissance de la Palestine. Aucun média ne m'a invité pour en parler. Et la réponse à votre question, est-il permis de critiquer Israël ? Oui, c'est possible, mais il faut en payer le prix. Et vous êtes en train d'en payer le prix ? Ça fait longtemps, ça fait 25 ans à peu près. Donc oui, c'est possible de critiquer Israël. Mais si vous le faites, vous savez que, de même que auparavant, vous savez, il y a des régimes liberticides qui disent vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais quand vous sortez du cercle admis, vous en payez le prix. Alors en même temps, je ne vais pas me plaindre, j'arrive toujours... Moi, je me suis vengé un peu par les réseaux sociaux, j'ai développé ma chaîne YouTube, je suis très actif sur les réseaux sociaux et j'ai un public de plus en plus nombreux qui me suit parce qu'ils estiment que mes propos sont pertinents. Et il y a une sorte d'effet un peu ciseau entre le nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et mon blackout quasi total dans les médias mainstream.
Et quand vous parlez d'information de manière générale, vous dites, Pascal Boniface, qu'il n'y a pas un problème d'information, mais un problème de traitement de l'information. L'info est-elle maltraitée aujourd'hui, sans jeu de mots? Oui, en permanence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affirmations péremptoires qui sont fausses. Il y a des débats où on invite des gens qui n'ont aucune compétence et on se demande à quel titre ils sont là. Il faut remplir un plateau, donc même si la personne n'a rien. Et puis il y a des gens dont on sait qu'ils viennent mentir, dont on sait qu'ils viennent manipuler l'information. Normalement, le travail d'un journaliste, c'est d'éclairer, d'apporter de l'information, pas de venir apporter de la désinformation. Quand vous avez des gens qui viennent vous dire qu'il faut diviser par 5 ou 10 le nombre de victimes à Gaza, quand il y a des gens qui viennent vous dire qu'il n'y a pas du tout de blocus de l'aide alimentaire sur Gaza et que c'est le Hamas qui la bloque, qui sont des mensonges éhontés, quand vous avez des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens, que tous les journalistes palestiniens sont en fait des membres du Hamas et qu'il ne faut pas les croire, ce sont des mensonges éhontés. Et alors là, eux, ils mettent vraiment une cible dans le dos des Palestiniens et des journalistes. Quand vous avez des gens qui vous disent que les ONG se mettent au service du Hamas, tout ceci est faux. Les gens qui disent cela, non seulement sont invités, mais continuent de plastronner, de même que ceux qui nous disaient en 2003 qu'il y a des armes nucléaires en Irak et que donc il fallait faire la guerre, que ces guerres étaient justifiées, continuent d'être invités, alors qu'ils ont quand même, soit ils étaient particulièrement incompétents de ne pas avoir compris qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires, soit ils étaient, et c'est plutôt la vraie raison, ils manipulaient l'opinion, et donc normalement, un journaliste digne de ce nom dit quelqu'un qui vient mentir et qui ment volontairement. Je ne parle pas d'erreur. Ou je ne parle pas de désaccord intellectuel, on peut avoir des accords intellectuels, mais quelqu'un qui vient mentir volontairement ne devrait pas avoir accès de façon aussi ouverte au micro. Et c'est bien de l'avoir rappelé, Pascal Boniface, plus de 200 de nos confrères journalistes palestiniens ont été assassinés par la machine de guerre israélienne depuis le mois d'octobre 2023. Un mot sur la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme. C'était le 25 septembre dernier. Est-ce que c'est la victoire du journalisme indépendant, Pascal Boniface? Ah oui, c'est un trophée pour Mediapart, en tous les cas, puisque c'est Mediapart qui a lancé l'affaire, Il y a 14 ans. Voilà, dont la justice s'est saisie. Donc, disons que ça, c'est le journalisme d'investigation, effectivement. Et donc, effectivement, c'est pour Mediapart, c'est un succès. Alors, les amis de Sarkozy vont dire qu'on a condamné un innocent. Je crois qu'il faut respecter la justice. Il a fait appel et on verra ce qui se passera. Depuis 14 mois, l'Algérie et la France vivent une situation politique faite de tensions, de quasi-rupture. Les deux pays ne se parlent pas. Les deux ambassadeurs rappelés. Quelle lecture vous faites, Pascal Boniface, de l'aggravation si soudaine et si brutale de la relation algéro-française? Il y a un engrenage déplorable qui s'explique d'ailleurs en partie des deux côtés pour les questions de politique intérieure. Et quand vous faites une politique étrangère avec des motifs de politique intérieure, c'est jamais une bonne politique étrangère. Et donc la relation franco-algérienne est habituée à des hauts et des bas, mais je crois qu'elle a été rarement aussi bas. Donc je pense qu'on ne pourra pas, enfin, sauf à la rupture des relations diplomatiques, on a du mal. Donc il faut que les sociétés civiles s'engagent, il faut, parce que ça nous coûte à tous les deux. Ça coûte aussi bien à la France qu'à l'Algérie. Et donc, il ne faut pas écouter les mauvais démons qui, de chaque côté de la Méditerranée, mettent de l'huile sur le feu parce qu'ils y ont un intérêt ou une conviction personnelle. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons tant de choses en commun. Et donc, il faut espérer que l'on puisse se reprendre. Le problème, c'est que qui fait le premier pas? C'est-à-dire que celui qui va faire le premier pas va être aussitôt dénoncé comme ayant cédé, comme n'étant pas courageux, comme bon. Et la diplomatie est toujours accusée de céder, alors que les positions, disons, de force, de mal alpha, en accusant l'autre, sont toujours bienvenues. Il faut savoir comment renouer une relation sereine et qui pourra avoir le courage, l'intelligence de faire le premier pas. Comment vous qualifiez la décision d'Emmanuel Macron du 30 juillet 2024, celle de reconnaître la marocanité du Sahara occidental? Est-ce que vous pensez que c'était une erreur? En tous les cas, ça a arrangé, disons que la France a vu qu'elle était dans une impasse par rapport à la position non seulement américaine, mais aussi de l'Espagne, qui a fait cela. Et donc, Pas exactement. L'Espagne n'a pas dit que c'était la seule solution, mais que c'était une solution. Ouais. Et pour Emmanuel Macron, c'est la seule solution. C'est-à-dire que le Sahara est marocain. C'est la solution, pas la seule. Enfin, voilà. Mais vu le droit international et la question des Nations Unies, puisque c'est une question qui est au niveau des Nations Unies, est-ce que pour vous, oui ou non, c'est une violation du droit international? Alors là, disons que violation, le mot serait un peu trop fort. Je pense que la France s'est écartée
de sa position traditionnelle qu'elle avait aux Nations Unies. Ça, c'est clair. Elle a fait un choix. Elle a fait un choix pour améliorer les relations avec le Maroc. Et donc, elle a fait un choix, effectivement, qui est très net. Est-ce que vous pensez que cette question du Sahara occidental va continuer d'empoisonner les relations algéro-marocaines et continuer aussi à bloquer l'évolution du Maghreb, de l'Union du Maghreb arabe qui avait été lancée déjà en 1988? Il n'y a pas d'union du Maghreb, il y a une désunion du Maghreb, sans même parler de la Libye. On voit bien, là, c'est vrai que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont aussi au point zéro, et que la question du Sahara est la principale cause de brouille entre l'Algérie et le Maroc. Moi, je suis ni marocain ni algérien, je constate cela avec dépit. Quelle solution pourrait être trouvée qui puisse être acceptable pour les deux? Il est vrai que pour le moment, les positions sont irréconciliables. Est-ce qu'il y a une façon de concilier ces deux positions? Je ne la vois pas pour le moment. Chacun, en fait, en paye le prix. Pascal Boniface, vous êtes le directeur et fondateur de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Je rappelle aussi que vous avez publié une bande dessinée sur le conflit israélo-palestinien, Geostrategics, Israël-Palestine. Merci. Merci à vous. Merci à vous et à la semaine prochaine.